Il y a des tueurs qui te terrifient parce qu'ils sont humains, et des tueurs qui te terrifient parce qu'ils ne le sont pas. Michael Myers est du premier type, un vide ambulant sous forme humaine, Springtrap est du second. Un cadavre fait de métal haineux et de quelque chose qui ne devrait jamais exister. Mettez-les au même endroit au même moment. Vous n'obtenez pas un combat, vous obtenez une collision entre deux définitions différentes du mal. Mais qui va finalement gagner? Découvrons-le. Michael Myers n'est pas simplement un tueur de slasher. Ce n'est pas un homme avec un couteau. Il n'est même pas un monstre portant un masque. Michael Myers est une présence, une émotion gravée dans la chair. La forme du mal sous une apparence humaine. Pour les habitants de Haddonfield, il est ce qui se rapproche le plus d'une catastrophe naturelle dans leur monde. Quelque chose qui ne négocie pas, n'hésite pas, ne s'arrête pas et ne meurt jamais, jamais. Né en 1957, Michael a commencé son héritage de violence à seulement 6 ans, assassinant sa propre sœur avec la précision froide et mécanique de quelqu'un de bien plus âgé. À partir de ce moment-là, chaque médecin qu'il a examiné, en particulier le docteur Loomis, était d'accord sur une chose. Michael ne pensait pas comme une personne, il ne ressentait pas comme une personne. Loomis l'a décrit comme étant purement et simplement le mal. Ce n'est pas une métaphore. Dans les chronologies Green et Thorne, plusieurs éléments surnaturels sont liés à l'existence de Michael. Dans l'une, c'est un vide humain incapable d'empathie. Et dans l'autre, il est littéralement doté de pouvoir par une ancienne malédiction de secte qui le transforme en une force démoniaque de la nature. Quelle que soit la version que vous choisissez, la base reste la même. Michael Myers n'est pas limité par les contraintes d'un corps humain et ses exploits le prouvent. La force de Michael est toujours surhumaine. Il écrase des crânes à main nue, brise des nuques à contresens et soulève des adultes du sol. D'une main, même face à des pompiers en tenue, il empale des gens à travers les murs, transperce des cages thoraciques, brise des os sans effort et maîtrise aisément des hommes imposants. Dans Halloween Kills, il tue à lui seul toute une équipe de pompiers entraînés. Dans la chronologie de Thorne, sa force physique augmente, pliant le métal facilement et soulevant des personnes comme des accessoires. Ce ne sont pas des exploits isolés, c'est sa routine. Michael Myers traite la résistance humaine comme du papier mouillé. Sa résistance est encore plus absurde. Michael encaisse des tirs à bout portant, des explosions, des coups de couteau, des traumatismes contondants, des incendies et des électrocutions. Il se relève toujours, ayant survécu indemne à l'incendie de toute une maison. Il a survécu après avoir été percuté par une voiture, abattu, poignardé au cou et à la colonne vertébrale, puis battu par une foule. Dans la chronologie Thorne, il survit à une explosion à bout portant sans aucune blessure durable. Et dans Halloween Kills, sa résistance atteint quelque chose d'à peu près surnaturel. Chaque blessure semble seulement le rendre plus fort. C'est une contradiction vivante de la biologie. Un être dont le corps résiste d'une manière qu'aucune science médicale ne peut expliquer. La vitesse de Michael est souvent sous-estimée à cause de sa démarche lente et inquiétante. Mais il est étonnamment rapide quand il le veut. Plusieurs victimes le voient de l'autre côté de la rue. Un instant plus tard, il est déjà à l'intérieur de la maison. Il réduit les distances instantanément, apparaît derrière les gens sans bruit et s'introduit dans les maisons plus vite que quiconque ne peut réagir. Les personnages décrivent constamment l'expérience de la même manière. Je me suis retourné et il était juste là. Et puis il y a sa discrétion. Si Batman est le maître de la discrétion urbaine, Michael Myers est le maître de la discrétion surnaturelle. Il ne fait aucun bruit, il apparaît dans des pièces que les gens pensaient un peu insécurisées, il se cache dans des ombres qui ne devraient pas pouvoir dissimuler un corps humain. Il peut traverser des quartiers entiers sans qu'une seule personne ne le remarque, et le plus fou, c'est qu'il fait tout ça en portant un masque, en tenant un couteau et en traînant une carrure imposante. Une telle carrure ne devrait pas pouvoir disparaître aussi efficacement. Michael ne se faufile pas, il se matérialise simplement. Mais tout cela, la force, la résistance, la discrétion, ce n'est que la moitié de ce qui rend Michael terrifiant. Le véritable cœur de sa puissance, c'est sa volonté. Michael Myers ne s'arrête pas, il n'a aucune peur, aucune hésitation, aucun doute.
Il ne parle pas, ne supplie pas, ne réagit pas émotionnellement. Son esprit est tellement étranger que le docteur Loomis, qui a passé des décennies à l'étudier, a conclu que Michael n'est pas un homme, mais une forme. Une ardoise vierge remplie uniquement de l'instinct de tuer. Et cette détermination obsessionnelle lui permet de surmonter des blessures qui auraient paralysé n'importe qui d'autre. Touché par balle 6 fois, il se relève, encore touché, il se relève, renversé par une voiture, il se relève, brûlé vif, il se relève, tué par une foule, il se relève encore plus en colère. Michael n'est pas animé par la logique ou la biologie, il est animé par l'inévitabilité. La force qui le pousse ressemble plus à une loi de la nature qu'à une motivation humaine. Dans la chronologie de Thorne, cette idée devient littérale. La malédiction fait de lui un vaisseau choisi de la mort, lui accordant une quasi-immortalité, une puissance physique extraordinaire et une obsession surnaturelle pour éliminer le dernier de sa lignée. Mais même dans la chronologie verte, sans la secte, la persistance et la capacité de survie de Michael défient tout ce qui est humain. Laurie Strode le décrit comme une vie entière de peur, façonnée en une personne. Ce n'est pas exagéré, c'est la vraie nature de Michael Myers. Et malgré toute cette brutalité monstrueuse, Michael est intelligent à sa manière troublante. Il traque ses victimes pendant des heures sans être vu. Il utilise des armes trouvées dans l'environnement, des tactiques d'embuscade, la diversion et la patience d'un prédateur. Il dispose les cadavres de manière à susciter la peur, il coupe le courant, bloque les sorties, isole les gens en les manipulant. Son esprit ne fonctionne pas comme le nôtre, mais il fonctionne terriblement bien pour ce qu'il veut faire. Michael Myers est la terreur à l'état pur, un corps humain avec un but inhumain, un monstre mu non pas par la rage, mais par le vide. Et qu'il soit un vaisseau maudit, une anomalie surnaturelle ou simplement le mal incarné, une seule chose reste vraie à travers toutes les époques. Michael Myers est la forme, et la forme revient toujours. Avant qu'il ne devienne Springtrap, avant le rock, avant les cris, avant la machine à tuer qu'il est finalement devenu, il était William Afton, un ingénieur brillant, un homme d'affaires, un père et un monstre. Dans l'univers de Five Nights at Freddy's, Afton n'est pas simplement un autre tueur en série. Il est l'architecte de tout le cauchemar de la franchise. Un tueur en série qui comprenait la confiance des enfants, l'a exploité et en a fait une arme. Mais au moment où il est entré pour la dernière fois dans ce costume de Spring Bonnie, il est devenu quelque chose de bien pire. Quelque chose à fusionner os, métal, haine et agonie, le tout en une créature qui ne devrait pas exister. William Afton est mort dans cette pièce et Springtrap en est sorti en rampant. Springtrap, et c'est le résultat final de décennies d'obsession. Afton a construit des animatronics capables d'imiter la vie. Puis il a découvert comment la voler. Il a expérimenté avec le rémanent, l'énergie surnaturelle qui lie les âmes aux machines, et il l'a utilisé pour créer du métal vivant alimenté par la souffrance. Mais il ne s'attendait pas à ce que les esprits des enfants qu'il avait tués viennent à le santé. Acculé dans une vieille arrière-salle, Afton a paniqué, s'est caché à l'intérieur du costume de Spring Bonnie et a déclenché les verrous à ressort. Le métal s'est refermé, des attaches tranchantes comme des rasoirs ont transpercé les os et déchiqueté les organes. Cela aurait dû le tuer sur le coup. Au lieu de cela a fait de lui la création la plus terrifiante de la franchise. Ce qui est sorti de cette pièce n'était plus William Afton, c'était un cadavre enfermé dans une carcasse animatronique. Plus de battements de cœur, plus de fonctions motrices normales, plus de biologie vivante, juste une haine brute et obstinée surpassant la mort elle-même. Voilà la vraie horreur de Springtrap. Il n'est animé ni par l'électricité ni par l'hydraulique, mais uniquement par la force de sa volonté. Dans le canon de FNAF, Springtrap est explicitement décrit comme étant toujours en vie, malgré le fait d'avoir été empalé
à moitié momifié et piégé pendant des décennies. Il survit dans un costume rempli de métal rouillé, de pourritures et de mécanismes brisés qui grincent contre ses os. À chaque mouvement, la plupart des créatures endurent la douleur. Springtrap l'ignore complètement, et la force brute qui résulte de cette combinaison de machines et de cadavres est brutale, Springtrap déchire. À travers de lourdes portes métalliques, il déchire des animatroniques conçus pour résister à des accidents industriels. Ses mains peuvent écraser des structures d'endosquelettes et briser des barrières renforcées. Il est capable de projeter des robots comme des poupées de chiffon, de surpasser les mécanismes de sécurité et de traverser les murs par la force brute. Il peut sembler lent et délabré, mais chacun de ses coups porte la force d'une machine industrielle alimentée par la haine. Il ne bouge pas avec élégance. Il se jette, frappe et submerge avec un élan irrésistible. Sa résistance est encore plus inquiétante. Springtrap survit à l'électrocution, à une force écrasante, à l'effondrement de bâtiments et à des incendies suffisamment chauds pour faire fondre le métal. Il survit des décennies en se décomposant sans perdre sa mobilité. Il survit aux flammes brûlantes du Remnant, censées effacer les entités surnaturelles. Il survit à de multiples destructions et reconstructions. Il revient encore et encore sous les formes de Scrap Trap, Burn Trap et même Glitch Trap. La conscience numérique de William Afton, toute son identité, devient une règle inébranlable. Il revient toujours. Springtrap ne se régénère pas ici. Il refuse simplement de mourir, mais l'histoire devient plus sombre quand on prend en compte le Remnant. Afton. Il n'a pas seulement piégé les âmes des enfants, il a appris à lier la conscience à la machinerie, à transférer les esprits, à hanter le matériel et le code. Springtrap n'est pas seulement un monstre physique, c'est aussi un monstre métaphysique. Sa présence s'infiltre dans l'électronique, se manifeste dans les jeux en réalité virtuelle, infecte les logiciels et prend le contrôle des robots. Il est devenu en quelque sorte un parasite astral doté d'un corps physique. Même lorsque la combinaison brûle, même lorsqu'il n'est réduit qu'à des débris calcinés, sa conscience survit à travers les vestiges, elle le ressuscite, le mute et le réinvente. Et grâce à cette base surnaturelle, Springtrap possède une intelligence que la plupart des tueurs de films d'horreur n'ont pas. Afton a toujours été brillant, un ingénieur, un programmeur, un maître manipulateur, et ses instincts survivent à l'intérieur de la combinaison. Springtrap peut bricoler des systèmes, exploiter des faiblesses mécaniques, manipuler la technologie. Avec la ruse d'un prédateur, il rôde silencieusement dans les installations, il tend des pièges, utilise la configuration des lieux pour coincer ses victimes. Même à moitié pourri et traînant des morceaux de métal, il peut se faufiler dans des bâtiments entiers sans faire le moindre bruit. Une seconde, il est loin, la suivante, il est derrière vous. Mais ce qui rend Springtrap particulièrement terrifiant, c'est l'aspect psychologique. Voyez-vous, là, Michael Myers tue parce qu'il est un vide, Jason tue parce qu'il est la rage. Springtrap tue parce qu'il en a envie. Il aime ça, il s'en nourrit dans les jeux et les romans. Sa voix a un ton calme, presque agréable. Quand il parle de meurtre, il n'a aucune empathie, aucune culpabilité et aucune peur. Là où la plupart des tueurs sont poussés par la compulsion, Springtrap agit par intention. Il ne se contente pas de poignarder ou de lacérer. Il démonte, il expérimente, il étudie comment les gens meurent. Et cette cruauté calme et méthodique est amplifiée par le fait qu'il est quasiment impossible à arrêter. Brûlez-le, il revient. Écrasez-le, il revient. Purgez son code, il revient numériquement. Détruisez la combinaison dans laquelle il se manifeste à travers Remnant. Springtrap est un tueur de slasher dont tout l'arc tourne autour de la transcendance de la mort par la science et la corruption surnaturelle. Chaque itération de lui est plus dangereuse, plus instable et plus déterminée. Dans certaines fins, il prend même le contrôle direct de véritables armées d'animatroniques, piratant leur programmation grâce à l'influence du Remnant. Springtrap n'est pas seulement le corps de William Afton, c'est l'obsession de William Afton incarné. Un tueur qui a refusé de mourir et qui s'est plutôt fusionné avec quelque chose de plus qu'humain. Un monstre à la fois homme, machine et esprit, en train de pourrir sans cesse, de souffrir sans cesse et de revenir sans cesse. Springtrap est l'homme derrière le massacre et il ne reste jamais mort.
Maintenant que nous avons examiné les deux monstres séparément, il est temps de les mettre dans la même pièce. Ce que vous obtenez, c'est l'un des affrontements les plus étranges, laids et mortels du monde des slashers. D'un côté, Michael Myers, la haine incarnée dans la chair, capable de briser des os à main nue. De l'autre, Springtrap, un cadavre métallique en décomposition animé par la science, le meurtre, l'agonie et un genre de métaphysique qu'on ne met pas dans un restaurant pour enfants. Ce combat commence de façon trompeusement équilibrée. Physiquement, les deux personnages évoluent à un niveau allant de la force d'une rue à celle d'un mur, capable de déchirer des gens en morceaux et d'encaisser des quantités absurdes de dégâts. Michael fracasse des crânes, enfonce des cloisons de commissariat, survit à des tirs à bout portant et se fait percuter par des voitures de police sans jamais tomber. De son côté, Springtrap est comparable aux animatroniques capables d'écraser des têtes d'enfants, d'arracher les membres de victimes adultes, de briser des portes renforcées et de traverser des environnements conçus pour les contenir. Et cela avant même de prendre en compte que William Afton, en tant qu'humain, pouvait maîtriser la première équipe de Freddy. Une fois que William devient Springtrap, il surpasse carrément chacune de ses prouesses. Même en vitesse, ces deux-là sont étonnamment comparables à première vue. Michael a plusieurs déclarations de flou, aussi bien dans les scènes visuelles que dans les romans. Il disparaît constamment du champ de vision, d'une manière qui implique des pointes de vitesse subsoniques. Springtrap et les autres animatroniques font de même, disparaissant des caméras et apparaissant de l'autre côté des pièces, sans transition, ce qui est décrit comme se déplaçant rapidement, plus vite et trop vite. Plus la nuit avance, plus les guides, les spin-offs et les romans confirment que les animatroniques atteignent réellement ces vitesses. Et dans le cas de Springtrap en particulier, c'est dit explicitement. Se déplacer comme une voiture de course à plus de 320 km/h, c'est subsonique. Il n'est pas seulement rapide pour un cadavre en décomposition, il est rapide pour n'importe quoi. Donc si ce n'était qu'une question de force et de vitesse, les deux pourraient être à égalité pendant un moment. Mais ce combat n'a jamais été une question de qui frappe le plus fort ou qui court le plus vite. Ce combat concerne ce que chaque personnage est. Parce que sous les masques et les mythes, ils sont construits de manière complètement différente. Michael Myers est une force physique, chair et os, tordue en quelque chose d'immortel, mais toujours ancrée dans la biologie. Springtrap est quelque chose de totalement différent. C'est une création hybride, en partie homme, en partie machine, en partie fantôme, en partie ce qui est vraiment le résidu. Pour Michael Myers, la victoire vient du fait de briser ton corps. Pour Springtrap, la partie corporelle est optionnelle. Le premier tournant majeur dans ce combat, c'est la durabilité. Avec le temps, les exploits les plus impressionnants de Michael le laisseront souvent sonner, ralentis ou au moins momentanément désavantagés, qu'il soit touché par des balles, poignardé, brûlé ou percuté par des voitures. Il revient toujours, mais il y a une limite. Michael peut être submergé, il peut être ralenti, il peut être neutralisé par des traumatismes cumulatifs. Springtrap n'a pas de traumatisme cumulatif. Springtrap n'a presque pas de traumatisme du tout. Il a surmonté 30 ans d'immobilisation à l'intérieur d'un costume à ressort verrouillé, un cercueil métallique écrasant et torturant, tout cela sans mourir. Il a survécu à l'incendie de Fazbear's Fright, même si le feu affaiblit explicitement le résidu et l'a même affaibli. Le gâté est sorti du bâtiment en rampant comme si c'était juste un mardi ordinaire. Le même Springtrap qui s'éloigne des incendies est le même Springtrap qui se fait écraser, broyer, déchirer et qui refuse toujours de mourir. Michael peut encaisser beaucoup, Springtrap peut encaisser pour toujours. Et c'est ça le vrai problème. Ce combat a deux définitions très différentes de la mort. Quand Michael meurt, il meurt comme un tueur de slasher, temporairement, de façon dramatique et inévitable, annulé par la commodité du scénario ou par une absurdité métaphysique liée à son masque. Mais son corps est l'encre, sa chair est la limitation. Si vous enlevez le corps, Michael pourrait revenir, selon la version officielle. Mais le mécanisme n'est jamais garanti. Même dans Halloween Ends, la novélisation prend soin de préciser que le masque le rajeunit, que son corps guérit quand il le porte.
La résurrection de Michael était conditionnelle, celle de Springtrap ne l'est pas, elle est métaphysique, elle fait partie intégrante de lui. C'est là que le Remnant et l'agonie interviennent dans le duel. Peu importe ce que vous pensez des romans FNAF, c'est l'explication centrale de chaque animatronique hanté dans le canon. Le Remnant l'Ilham, l'agonie l'alimente, et William Afton est le seul personnage de la franchise à comprendre parfaitement comment le manipuler. Le Remnant le rend immortel. Point final, détruire le costume de Springtrap détruit la coquille, pas l'entité à l'intérieur. William persiste comme un esprit d'agonie. Il peut posséder passivement un nouveau métal, il peut se reconstituer à l'intérieur d'autres animatroniques, il peut revenir par attachement spirituel, par pure force de haine émotionnelle, ou en attendant un nouveau réceptacle, Michael Myers peut écraser le costume, arracher les fils, déchirer les membres, même écraser Springtrap jusqu'à en faire une pâte métallique. Et cela n'aurait aucune importance. William Afton n'est pas un fantôme qui se manifeste de temps en temps, c'est une force constante et persistante. Son existence est liée au résidu passe à la chair. Et Michael n'a aucun exploit d'exorcisme, aucune manipulation d'âme, aucune capacité de scellement et aucun moyen de contrer la possession. Même si Michael Myers atteint momentanément une force capable de détruire un bâtiment et déchiquette le corps, Springtrap revient simplement un nouveau réceptacle, une nouvelle enveloppe, le même esprit, le même objectif, et c'est le dernier clou dans le cercueil. Michael Myers peut gagner le combat physique, mais il ne peut pas gagner la guerre. Il peut briser des os, il peut briser des machines, il peut même briser des animatroniques, mais il ne peut pas éliminer William Afton définitivement. Pendant ce temps, Springtrap peut tuer Michael. Il lui suffit de le faire une fois que Michael est vulnérable à la force brute. Il peut être immobilisé, il peut saigner, il peut suffoquer, il peut être démembré, il peut mourir. À l'ancienne, Springtrap l'a déjà fait et il est revenu. C'est ça la différence. Michael Myers est un tueur qui refuse de rester à terre. Springtrap est un tueur qui ne peut pas rester à terre. Michael a besoin de son corps, Springtrap non. Et dans un combat entre un monstre mortel et un monstre immortel, celui qui possède l'esprit de l'agonie éternelle quittera cette pièce et reviendra pour la suite. Springtrap gagne.